Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire donc le deuxième thème que vous avez avec moi. Après avoir vu les fonctions agricoles des espaces ruraux, qui sont absolument centrales dans la définition de ce qu'est la ruralité et le rural, on va s'intéresser un peu aux autres fonctions de ces espaces ruraux dans ce CM intitulé La multifonctionnalité des espaces ruraux. Pour multifonctionnalité, c'est un moyen commode de désigner la diversification des fonctions de ces territoires puisque les espaces ruraux connaissent une forte mutation de leur activité et un recul des activités agricoles. Donc il faut s'intéresser aux autres activités qui prennent de plus en plus de place dans ces espaces. On a dit que la géographie rurale, pendant longtemps, s'intéressait qu'à l'aspect agricole. Bah justement, on va sortir de ça et on va s'intéresser aux autres fonctions qui prennent place dans ces espaces. Alors, quelles sont ces autres fonctions? Il y en a 3 principales. La fonction résidentielle, le fait d'habiter les espaces ruraux, ça a des conséquences. La fonction industrielle et la fonction touristique. Donc on va s'intéresser à ces trois fonctions. Ce que je veux noter qui est important, c'est certes, il y a une diversification des fonctions et on va les étudier, séparément parce que c'est plus simple, mais il faut bien que vous gardiez en tête que, ces différentes fonctions coexistent, ensemble, en même temps. C'est un espace, il n'est pas soit agricole, soit résidentiel, soit industriel, il peut être les 3 à la fois et donc, 1er aspect, voilà, il y a une coexistence de ces fonctions et deuxième chose importante, ces nouvelles fonctions, elles ne remplacent pas nécessairement l'agriculture. Il y a de nombreux agriculteurs qui cumulent justement d'autres activités en plus des activités agricoles. Il y a un recul de ces activités agricoles, mais pas une disparition. Pour vous donner un exemple chiffré, aux États-Unis, 93 des agriculteurs cumulent à la fois l'activité agricole et une autre activité. Une activité de commerce, une activité de service, une activité de tourisme. Et par exemple, alors cette fois c'est pas aux États-Unis, mais c'est en Australie, et c'est quelque chose qui se retrouve dans les pays développés. On retrouve un tourisme à la ferme, avec, par exemple en Australie, beaucoup de fermes qui ont une activité agricole, d'élevage, qui deviennent aussi des chambres d'hôtes et qui accueillent des touristes. Dans les pays en développement, c'est moins le tourisme qui s'ajoute aux activités agricoles, mais par exemple du petit commerce ou de la transformation de produits de base qui font que les agriculteurs ont d'autres activités que strictement l'agriculture. L'économie des espaces ruraux, elle est de plus en plus présentielle. Ça s'oppose au fait qu'avant elle était de plus en plus productive. Et donc l'économie présentielle, c'est une notion de Laurent Davy et Christophe Terrier. Et ce qu'elle implique, c'est que la production de richesse d'un territoire, ici des territoires ruraux, elle se fait à partir de la consommation des personnes présentes. Donc service à la personne, commerce, et ça concerne à la fois les résidents et aussi les touristes. Donc, l'économie présentielle, c'est parce que c'est l'économie induite par la présence de personnes résidentes ou touristes. Et donc euh, l'économie est de plus en plus présentielle à l'échelle mondiale en fait, et c'est vrai pour les espaces ruraux. Donc voilà pour quelques, on va dire les trucs, enfin, les idées de base, les notions de base. Et là, on va se concentrer dans une première partie dans cette vidéo sur la fonction résidentielle, justement, le fait que les gens habitent dans les espaces ruraux, et on va questionner ce peuplement et les formes qu'il prend. Donc avec d'abord la question de l'évolution du peuplement rural, qui, on va le voir, évolue de manière, justement, tout comme il n'y a pas une division entre les notions, il y a une coexistence entre des migrations qui quittent les espaces ruraux et d'autres qui arrivent. Donc pour parler du peuplement rural, déjà, faut un peu voir le contexte, en termes de peuplement, et le contexte, il est plutôt vers l'urbanisation croissante du monde. Vous avez ici 2 cartes, qui présentent, les espaces, on va dire urbanisés en 1950, enfin les pays majoritairement urbanisés en 1950 et les projections de 2030, avec ici un petit graphique, avec le nombre de personnes en population urbaine et rurale. Donc actuellement, on est en fait à l'échelle mondiale à environ 55 de personnes qui vivent dans des villes et donc 45 dans des espaces ruraux.
Donc il y a une majorité d'urbains dans le monde. Et ça, c'est depuis 2007. C'est l'année de basculement où le seuil des 50% a été passé. L'urbanisation a été finalement assez rapide entre 1950, que vous avez sur la première carte, où 30% de la population du monde habitait dans les villes seulement. Donc 2007, 50%, et les prévisions à 2030 sont à peu près à 60%. Sauf que ça, c'est les chiffres globaux. Mais ce qui est important de voir, c'est le contraste fort entre les différents pays du monde qui continuent à ressortir même sur ces cartes, où vous continuez, alors qu'une majorité est supérieure à 50% sur cette carte de projection de 2030, on voit encore des espaces où c'est inférieur à 25%. Donc on a des contrastes très forts. Et donc pour parler un petit peu des extrêmes, déjà on a les micro-États, Singapour, Monaco, où il n'y a pas de population rurale. Ce sont dans les deux cas des États qui sont entièrement urbanisés. Mais il y a aussi des États, on va dire, plus grands, qui ne sont pas des micro-États, où la population rurale est très faible. Alors ça dépend bien sûr aussi des choix statistiques de chaque pays, mais par exemple la Belgique, seulement 2,1% de la population est considérée comme rurale, ou l'Uruguay à 4,5%. Donc c'est pas forcément lié strictement aussi aux pays les plus développés. L'Uruguay est un pays, on va dire, plus, plus en développement que la Belgique, si on doit comparer, et pourtant 4% et demi seulement de population considérée comme rurale. Et puis à l'inverse, on a des États qui sont encore très ruraux. Le Burundi, par exemple, c'est 87,6% de la population rurale, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 87%. Donc on a des extrêmes très importants. Ce qui est fascinant, c'est que même s'il y a une urbanisation et que la population rurale dans le monde diminue en pourcentage, le nombre d'habitants dans les espaces ruraux continue à augmenter en valeur absolue. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a deux ensembles démographiques qui sont très importants en nombre et qui sont encore très ruraux et dont la population est en croissance. C'est le sous-continent indien autour de l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Donc même si proportionnellement le nombre de ruraux diminue, le nombre en valeur absolue, le chiffre total continue à augmenter. Donc la fonction résidentielle des espaces ruraux, elle reste très importante. Et l'étude des variations du peuplement, c'est un bon indice de la vitalité, du dynamisme des espaces ruraux. Donc c'est pour ça qu'on va approfondir pour voir si les espaces ruraux attirent des populations ou au contraire, si les populations partent, parce que les espaces ruraux d'où elles partent sont ceux qui sont moins dynamiques et ceux qui attirent sont au contraire plus dynamiques. Et donc on va détailler cette partie avec un petit A sur une baisse des populations rurales avec la notion de l'exode rural. Exode rural, c'est souvent un terme que vous connaissez, que vous avez déjà croisé en histoire, par exemple. On parle d'exode rural de manière générale pour qualifier tout déplacement de population qui vont quitter les zones rurales pour aller s'installer dans des zones urbaines. Cet exode rural, il touche tous les pays du monde, mais alors à des degrés et à des dates différentes. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, le solde migratoire, c'est-à-dire si on fait le rapport entre le nombre de gens qui quittent les espaces ruraux et le nombre de gens qui arrivent, ce solde migratoire dans les espaces ruraux, il est presque partout négatif. Il y a plus de gens qui quittent que qui arrivent. En Europe, l'exode rural, il commence avec les débuts de la révolution industrielle. Donc 18e siècle pour la Grande-Bretagne, plutôt 19e pour la France. Si on prend le cas de la France, vous avez ici un graphique qui fait le croisement entre la population urbaine et la population rurale. En France, on voit que l'année où la population passe les 50% de population urbaine, c'est en 1931. Et la France est déjà en retard par rapport aux autres pays, par exemple d'Europe de l'Ouest, comme la Grande-Bretagne. Dans les pays en développement, l'exode rural, il débute plus tard. On va plutôt le situer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Là, je vous ai mis la même information que sur la diapo précédente avec la France, sauf que ici c'est avec le Nigeria, donc un pays en développement. Et là, on voit que le moment où la population urbaine dépasse la population rurale, cette fois c'est en 2010, donc beaucoup plus
plus tard, c'est un exode rural qui commence dans la deuxième moitié du XXe et qui, du coup, la population urbaine devient majoritaire en 2010. Alors on va poser la question de pourquoi les pays connaissent un exode rural. Il y a plusieurs facteurs, on va en voir trois. Donc le premier facteur, c'est quand la pression foncière est trop forte dans les espaces ruraux. Et si cette pression foncière est trop forte, ça peut conduire à une pénurie foncière, c'est-à-dire un manque de terre. Il y a trop de gens, trop de personnes par rapport à la quantité, à la superficie de terre cultivable disponible. C'est renforcé par exemple par un effet de morcellement des exploitations avec les héritages. On divise la terre entre les différents enfants et donc ça fait des parcelles plus petites et il n'y a pas forcément les moyens de pouvoir se nourrir. On va prendre l'exemple de l'Éthiopie pour illustrer ce problème de pénurie foncière, puisque l'Éthiopie, dans certaines régions, connaît un problème de surpeuplement rural, avec des densités rurales qui peuvent être très importantes, qui peuvent aller jusqu'à 500 habitants au kilomètre carré. Ici, vous avez les densités de population rurale avec des zones étendues où elles peuvent être vraiment importantes. L'Éthiopie, on est dans un pays où la population est à 85% rurale et où cette population est vraiment en forte croissance, la population rurale. Pourquoi cette population reste autant rurale? C'est parce qu'il y a peu de débouchés urbains, en fait. Finalement, les villes fournissent peu d'emplois. On est dans un pays où le droit à la terre est garanti et on est dans un pays où tout simplement, il y a un effet mécanique d'accroissement démographique. Donc, les populations rurales font des enfants qui restent aussi dans ces espaces. Et donc, cette population importante rurale en forte croissance connaît une pénurie foncière, donc pas assez de terres disponibles pour tout le monde, et ça crée une insécurité alimentaire croissante, c'est-à-dire que il n'y a pas dès qu'il y a des difficultés, par exemple des années où les précipitations sont insuffisantes, ou des risques d'épizootie, donc de maladies chez les animaux, ça crée des situations de disette, c'est-à-dire de manque alimentaire, voire potentiellement, même si ça s'accroît et ça s'accentue, de famine, puisque le manque de terre par paysan ça réduit la capacité des paysans à s'adapter aux variations agricoles et à pouvoir produire suffisamment pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, on est dans un cas en Éthiopie où il y a du surpeuplement rural et ça crée la pénurie foncière. Donc ça, c'était le premier facteur. Des gens quittent les espaces ruraux lorsqu'il n'y a pas assez de terre. Le deuxième facteur, c'est la disparition des emplois agricoles. Quand il n'y a plus d'emplois dans l'agriculture, les gens une partie de la population se retrouve sans emploi et donc va quitter les campagnes pour aller vers les villes et chercher des emplois. Et ça, c'est dû, cette disparition des emplois agricoles, essentiellement à la mécanisation, c'est-à-dire au fait d'utiliser de plus en plus de machines agricoles, et une mutation des agricultures vers la productivité. Ça demande beaucoup moins de main-d'œuvre. Et là, je vous mets le tableau, donc c'est pour la France, hein, la France revient, c'est parce que c'est des fois plus simple de trouver des chiffres. On considère que l'exode rural en France, il a eu lieu entre 1850 et 1970 à peu près. Et si vous regardez la dernière colonne, la part de la population vivant de l'agriculture dans la population totale, on voit qu'il y a vraiment une chute importante des emplois dans l'agriculture qui explique, par exemple, si en 1968, il n'y a plus que 15% des emplois dans l'agriculture, il y a eu une disparition de ces emplois qui, ici, est corrélée à un exode rural. Les gens vont chercher d'autres emplois puisqu'ils perdent leur emploi agricole. Et enfin, troisième facteur qui explique l'exode rural, il peut y avoir aussi la recherche de meilleures conditions de vie dans les villes et aussi la recherche d'opportunités d'emploi dans des secteurs industriels et tertiaires qui sont plus présents dans les villes ou à proximité. Donc voilà, ces trois facteurs expliquent qu'on assiste globalement à l'échelle du monde à un déplacement des populations des campagnes vers les villes. Mais ça n'empêche pas qu'il existe aussi des migrations vers un rural qui est perçu comme de plus en plus attractif.
Et ça, cette partie, elle va concerner plutôt les pays développés, bien sûr. Donc voilà, gardez ça en tête. Là, on parle plutôt des pays développés, qui après une longue phase d'exode rural, euh, où il y a un changement en fait de ça, avec un retour des populations vers les espaces ruraux. Alors, Bernard Kaiser parle de renaissance rurale. C'est un terme qui a été gardé et repris, hein, mais c'est lui qui l'a inventé. Et dans son ouvrage, il utilise ce terme pour parler du processus de repeuplement des espaces ruraux. Et il va étudier les facteurs, pourquoi il y a un repeuplement des espaces ruraux, et les inégalités, le fait que ça ne concerne pas tous les espaces ruraux, euh, même à l'intérieur d'un même pays. Donc, il faut quand même garder en tête que s'il y a des migrations de la ville vers la campagne, ça ne veut pas dire qu'il y a une annulation des migrations de la campagne vers la ville. Les raisons, en fait, sont très différentes et ces deux types de flux, en fait, coexistent actuellement dans les pays développés. Alors, pourquoi les gens se tournent vers le rural? Eh bien, déjà, il y a, enfin, à nouveau, hein, plusieurs facteurs. Déjà, il y a une image idéalisée des espaces ruraux. Les gens vont se tourner vers ces espaces pour y vivre parce qu'ils veulent, il y a la volonté d'y trouver un cadre de vie agréable. Il y a aussi des conditions vraiment pratiques, un deuxième argument, c'est le coût qui est beaucoup moins élevé. Le coût du foncier déjà, de l'accès à la terre, à la propriété, et puis même le coût de la vie. Là, on voit sur cette carte, hein, le prix immobilier en France, on voit ressortir nettement les villes, et donc à l'inverse, les espaces ruraux sont plus accessibles. Ensuite, on peut aussi évoquer la volonté des fois de quitter la ville et ses nuisances, que ça soit les pollutions, les embouteillages. Et puis là, on peut penser à un exemple très, très récent, mais à l'annonce du confinement, il y a eu des déplacements massifs des populations vers les campagnes françaises avec cette idée-là, qu'on va quitter les nuisances de la ville, donc les risques accrus en moment d'épidémie, puisqu'il y a plus de contacts, mais aussi la volonté d'être dans un cadre perçu comme plus agréable pour une longue durée. Et d'ailleurs, dans les choses qui se retrouvent dans ce contexte-là et qui jouent sur la capacité de repeuplement des campagnes, c'est la possibilité croissante du télétravail qui facilite pour une partie de la population le fait d'habiter en dehors des villes, puisque l'emploi n'est plus forcément corrélé au lieu de vie. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est pas le cas avec l'immigration pendulaire, mais on peut être très loin du siège social de son entreprise si on est en télétravail. Donc ça, c'est différents facteurs qui expliquent l'attrait des campagnes. Ces migrations de retour, de repeuplement des campagnes, il y a des conséquences sur l'espace où les gens arrivent. Déjà, ça peut être des conséquences d'ouverture ou de réouverture, dans le cas d'une fermeture préalable, de services, des services, on va dire, publics, comme je sais pas, enfin, des centres hospitaliers ou des écoles. Ça peut être aussi des services à la personne, comme des coiffeurs qui peuvent se réinstaller puisqu'il y a à nouveau une clientèle. Ça peut amener aussi à une rénovation de logements, mais surtout à la création de nouveaux logements, on en parlera. Et une autre conséquence très forte en termes de mobilité, c'est l'augmentation des mobilités pendulaires, c'est-à-dire des mobilités quotidiennes entre une résidence rurale, par exemple ici, et un emploi urbain. Après, ce que dit Bernard Kaiser, c'est que la renaissance rurale, ça ne touche pas du tout tous les territoires ruraux. Là, je vous ai donné mis une diapo avec l'exemple de l'Allemagne, où on voit l'évolution, en gros, du sol des espaces ruraux. Et à certains endroits, il est positif quand il est en bleu, et à certains endroits, il est négatif quand il est en bleu clair, voire en blanc beige. En France, vous avez sans doute entendu parler de la diagonale un peu des faibles densités qui se maintient, notamment pour le Massif central et le nord-est. On a des espaces ruraux peu attractifs où peu de gens viennent s'installer. Donc il faut, oui, dans les pays développés, on assiste à un repeuplement rural, mais très très sélectif sur les espaces concernés. Et ce qui va être favorisé, par exemple, c'est les espaces à proximité des villes,
les littoraux souvent. Et même si c'est, alors ici on voit que les espaces à proximité des villes sont favorisés. Ce qu'on ne voit pas à cette échelle, mais qui est vrai aussi, c'est que les axes de communication sont également favorisés sur, l'implantation dans le rural. On va, pour terminer sur, le peuplement rural, se poser la question, bah, justement des conséquences, on va dire, sociales, heu, de cohabitation entre des ruraux et ce qu'on appelle des néo-ruraux. Parce que, les modifications du peuplement, elles conduisent à la coexistence de 2 types de populations dont le rapport au rural n'est pas le même, notamment par rapport au temps qui a été passé. On va dire, il y a 2 types d'habitants, hein, pour, simplifier, bien sûr. Beaucoup de variations et de nuances, mais là, pour simplifier, on va voir les anciens ruraux qui ont toujours vécu à la campagne et puis les néo-ruraux. Les néo-ruraux, ce sont d'anciens citadins qui déménagent pour s'installer dans des espaces ruraux. Et l'arrivée de ces néo-ruraux peut changer la composition sociologique d'une commune, parce que souvent ces néo-ruraux, ont un revenu plus élevé et ils peuvent avoir des pratiques de consommation différentes. Et donc ça amène certains chercheurs, comme Greta Thomasy, c'est pas la seule, mais elle a fait plusieurs travaux à parler de gentrification rurale. Donc la gentrification rurale telle qu'elle a définie, c'est que, ce terme va désigner un mouvement de migrants urbains, plutôt de classe moyenne, vers les espaces ruraux. Et c'est motivé par l'attraction d'un foncier, le terrain est moins cher, et aussi par le style de vie, qui est perçu comme différent. Donc c'est un mouvement qui est encore minoritaire, bien sûr, mais, et c'est là où on retrouve l'idée de gentrification proche de la gentrification urbaine, c'est qu'il entraîne une hausse des prix du foncier, puisque le prix de la terre augmente puisqu'il y a l'installation de nouvelles populations. Et ça va aussi entraîner une transformation de l'offre locale, voire des paysages. Donc voilà, il y a tout ça qui est compris dans la notion de gentrification rurale. Donc ce phénomène, il a été étudié et ce que montre, Greta Thomasy, c'est que, c'est un processus qui a des conséquences sociales. Par exemple, ça va être un changement des profils démographiques, des familles avec enfants qui s'installent, mais aussi, dans les conséquences sociales, une homogénéisation, une volonté d'entre-soi, de gens, qui veulent, rester entre, personnes au même profil sociologique. Mais il y a aussi des conséquences spatiales, l'évolution du bâti avec par exemple des constructions en périphérie, neuves, spacieuses et pas forcément toujours une rénovation des centres-villes. Il va y avoir des mutations paysagères pour correspondre aux désirs de ces nouvelles populations et de nouvelles pratiques environnementales qui sont importées par ces citadins. Donc des conséquences importantes pour les espaces concernés. Alors la coexistence de ces types de populations peut créer des conflits, qui sont souvent médiatisés, et donc là je suis revenue sur un exemple d'il y a, enfin, relativement récent, 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans, avec l'affaire du coq Maurice, dont vous avez peut-être, déjà entendu parler. Vous voyez j'ai pris des titres, hein, La querelle des bobos néo-ruraux contre le terroir ancestral. Donc on voit, la volonté de mettre en opposition ces 2 types de populations. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder cette vidéo. Il y en a plein d'autres en fait qui parlent du coq Maurice, donc vous pouvez chercher ce que vous voulez. Mais l'enjeu, c'est quoi cette histoire, de coq? Heu, c'est, des d'anciens citadins qui se sont installés, heu, à la campagne et qui, étaient très dérangés par le bruit du coq qui chantait beaucoup et qui ont, intenté un procès contre sa propriétaire, pour, faire en sorte, qu'il soit tué sans doute, je me souviens plus. En tout cas, qu'il y ait plus de coqs qui chantent et qui, leur posent problème. Et donc les enjeux derrière, cette histoire un peu anecdotique, c'est que parfois on a l'impression que des citadins qui s'installent vont avoir une vision idéalisée de la campagne, sans vraiment toujours mesurer la réalité de ce qu'est la vie à la campagne, sachant que, les espaces ruraux, ça peut être, des bruits de cloches d'église, des bruits d'animaux, hein, comme, le coq. Ça peut être, des odeurs, par exemple, d'épandage de fumier sur les terres agricoles auxquelles, les citadins sont pas toujours, on va dire, ne sont pas toujours conscients.
puisqu'on a l'idée du monde rural qui va être facilement associé au calme, à la tranquillité dans les discours, ce qui relève d'une certaine méconnaissance, hein. Après, voilà, ça c'est l'anecdote, elle est amusante, on en parle et ces conflits peuvent exister, hein, mais ces procès, ils restent extrêmement minoritaires et en fait, c'est même l'inverse, la cohabitation entre les anciens ruraux et les néo-ruraux se passe généralement sans encombre. Mais comme ça amuse les médias, l'anecdote est souvent, quand ça arrive, relevée. En fait, il y a des statistiques qui ont été faites là-dessus. Les conflits entre voisins sont plus rares dans les espaces ruraux qu'entre villes ou à l'intérieur du périurbain. Et quand il y a des conflits dans les espaces ruraux, ils vont porter le plus souvent sur des questions de pollution. Par exemple, l'épandage de produits phytosanitaires à proximité d'écoles ou d'habitations ou musées proches. Ça va être plutôt ce type de conflits qui sont présents dans les espaces ruraux, bien plus que ces quelques rares et anecdotiques conflits. Euh, mais c'est intéressant, derrière le fait que c'est anecdotique, de voir les enjeux de représentation différentes d'un espace qui est voilà, parfois idéalisé. Après, cette opposition entre ruraux et néo-ruraux a ses limites. Finalement, les modes de vie et de consommation peuvent être un peu différents, mais ils ne sont pas opposés. Et pour certains géographes, comme Jacques Lévy, en fait, pour lui, il n'existe plus un mode de vie qui serait spécifiquement rural en France. Pour lui, tous les espaces français sont sous influence urbaine et donc ont des pratiques de consommation et de vie proches des espaces urbains. On va maintenant s'intéresser à la question, est-ce que nos espaces ruraux sont donc de moins en moins ruraux, hein, on enchaîne là-dessus, et on va se concentrer sur un cas, enfin, un espace particulier, celui du périurbain. Donc entre le rural et l'urbain, puisqu'on doit nuancer cette opposition entre urbain et rural, hein, qui est souvent faite pour définir l'un par rapport à l'autre, mais les interactions entre les deux sont en fait vraiment de plus en plus nombreuses. Et on considère que le rural est donc de plus en plus sous influence urbaine. On constate même un recul des campagnes, je vous disais ça au début, qui touche tous les pays du monde. Alors, plus ou moins, c'est sûr, mais on constate un recul des campagnes. Et ça, il prend plusieurs formes, ce recul des campagnes. C'est un recul en termes de superficie. Les espaces ruraux reculent face à l'étalement urbain des villes. Également en termes de population, ce qu'on a vu avant, un exode rural, et puis en termes d'activité, avec un recul des activités agricoles. En revanche, ce qui ne recule pas mais qui se développe, c'est des espaces de transition entre l'urbain et le rural, et c'est ce qu'on appelle le périurbain. Hop, là, vous avez un petit schéma, vous avez la ville-centre entourée de la banlieue, là, il y a une continuité du bâti, et autour, la couronne périurbaine composée de communes périurbaines qui ne sont pas en continuité du bâti. Il y a des espaces, par exemple, agricoles qui séparent la banlieue de la commune périurbaine et elles sont dans un espace, le périurbain, qui est à dominante rurale malgré ces communes. Donc, les espaces périurbains sont considérés comme urbains sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire la manière dont ils fonctionnent, parce qu'ils sont dépendants à la ville, au niveau des emplois, au niveau des services souvent aussi. Les habitants du périurbain sont souvent sont souvent d'anciens citadins qui gardent un lien fort avec la ville, mais dans leur paysage, ces espaces sont ruraux. C'est des espaces agricoles ou forestiers qui dominent. On peut définir le périurbain comme un étalement urbain, mais avec une discontinuité du bâti avec la ville. Dans l'urbanisme va être caractérisé par une domination de la maison individuelle, souvent avec jardin, et les pratiques de mobilité sont très associées à la voiture. Les périurbains sont souvent des actifs qui vont travailler à la ville, pour la plupart. Alors la périurbanisation, c'est un phénomène de longue date, enfin relativement, hein, on n'est plus aux échelles du peuplement, mais qui devient massif d'abord aux États-Unis dans les années 30, avec le National Housing Act de 1933, qui facilite l'accès au logement en banlieue. C'est une volonté de mettre en valeur les suburbs,
c'est la banlieue. Regardez Live in the Suburbs, voilà, il va y avoir des affiches pour encourager les gens à s'installer euh, à dans on va dire ces banlieues éloignées des centres-villes. Là, vous avez le taux de croissance démographique aux États-Unis. Alors, j'ai pas trouvé des chiffres sur une plus longue période, mais ce qu'on voit, c'est que la croissance du périurbain est bien supérieure à celui de la ville. Donc, c'est vraiment ces zones extérieures qui connaissent la plus grande croissance, qui sont les plus attractives. Et ce sont elles qui attirent une partie de la population des villes et des espaces ruraux. Et ça amène à la formation de edge cities qui sont des villes en périphérie, qui deviennent de nouvelles centralités. L'Europe de l'Ouest, la périurbanisation, elle arrive un petit peu plus tard qu'aux États-Unis, plutôt dans les années 60-70. On l'a vu en France en TD, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais dans les pays en développement, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un phénomène qui existe, mais qui est plus récent, puisqu'il commence plutôt à partir des années 2000. Alors, c'est un phénomène qui, dans les pays émergents, et qui se développe d'abord dans les pays émergents, mais qui se développe aussi dans les pays en voie de développement. Là, je vous ai mis 2 exemples, que je suis allée chercher des photographies aériennes. En Colombie, au Sénégal, on retrouve les mêmes caractéristiques, bien que, évidemment, adaptées au pays, mais on voit une trame viaire rectiligne, c'est-à-dire le tracé des routes est assez droit, c'est des maisons individuelles, et donc là, vous avez deux autres exemples. La périurbanisation, elle peut être choisie, et c'est souvent le cas dans les pays développés, avec l'idéal d'une maison individuelle, un cadre de vie qu'on perçoit comme agréable. Donc, dans ce cas-là, c'est des gens qui choisissent de s'installer dans le périurbain. Mais cette périurbanisation, elle peut aussi être subie. Et ça peut être le cas notamment dans les pays en développement, avec une exclusion des pauvres du centre-ville qui vont être relogés en périphérie dans la périurbanisation contre leur volonté. Par exemple, en Inde, à Mumbai, il y a une politique de la ville qui a été mise en œuvre pour reloger les habitants des bidonvilles dans de nouveaux quartiers. Mais ces quartiers qui sont périurbains, donc vous avez une photographie ici, restent très pauvres. En fait, ils ont même été surnommés par des habitants, c'est des bidonvilles verticaux. On retrouve la précarité, mais voilà, dans des constructions verticales. Sauf que non seulement c'est la même précarité, sauf que c'est en plus éloigné du centre. Donc il n'y a plus les mêmes facilités d'accès à des emplois, des opportunités. Donc c'est parfois vraiment problématique. On va un petit peu détailler le cas de la périurbanisation à Mumbai, hein. Là, on a vu lorsqu'elle était subie, parce qu'il y avait exclusion et relogement. À Mumbai, en fait, c'est une ville, donc en Inde, où le développement de la périurbanisation est très importante parce qu'elle est support du développement économique et démographique de la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette périurbanisation prend vraiment plusieurs formes. Elle peut être extrêmement anarchique, sous forme de bidonville, hein, ce n'est pas le cas de cette diapo. Et dans ce cas-là, elle peut être mal reliée aux infrastructures de services publics. Mais cette urbanisation, elle peut aussi être celle de projets de haut standing, avec donc, on va dire classe supérieure, et aussi des banlieues résidentielles destinées à une classe moyenne émergente. C'est ce que vous avez plutôt ici. Ou donc ce qu'on a vu, des lieux de relégation marqués par la pauvreté. Donc c'est une périurbanisation qui est spécifiquement marquée par la fragmentation entre différents types de périurbanisation. Cette périurbanisation dans la périphérie de Mumbai, elle entretient une très forte pression sur les espaces périurbains. Non, pardon. Oui, elle met une forte... Enfin, excusez-moi. Cette périurbanisation est très importante et elle a induit une forte pression sur l'espace disponible et ça conduit au développement en fait, de l'habitat illégal. Et dans certaines zones, certains espaces périurbains, l'habitat illégal il représente jusqu'à 70% de l'ensemble des constructions. Mais ce qui est un peu spécifique par rapport
à certains centres, c'est que cet habitat illégal ne concerne pas que les ménages les plus pauvres. On a aussi des immeubles qui sont haut de gamme, connectés à l'eau et à l'électricité, mais illégaux parce qu'ils ont été construits sans permis de construire. Et entre les différents espaces périurbains de Mumbai, en fait, il y a un peu une hiérarchisation en fonction de leur accès déjà au centre. Est-ce que des moyens de transport pour accéder au centre? Est-ce qu'il y a un accès à l'eau? Est-ce qu'il y a un accès à l'électricité? Ce qui fait qu'il y a vraiment une diversité forte d'espaces périurbains. Ça nous amène à terminer cette première partie qui est assez longue, mais je vous rassure, la deuxième est beaucoup plus courte et je vous la ferai dans une prochaine vidéo.